Donc j'ai le plaisir d'annoncer la suite du colloque et d'accueillir, je ne pourrais pas érailler votre nom, le docteur Kenza Bouredji. Le docteur Bouredji est médecin oncologue à Antibes. Je crois qu'on a déjà, au cours des présentations précédentes, évoqué le lien cancer et nutrition. Donc c'est très intéressant de pouvoir creuser ces différents liens et je vous propose de faire le silence pour écouter cette présentation et nous aurons des échanges à la fin. Merci. Merci. Bonjour à tous. Je laisse quelques secondes aux personnes de s'installer. Je voudrais commencer par remercier mes collègues de l'ONMC qui m'ont demandé de parler de nutrition pendant la maladie qui est le cancer. Donc, je suis médecin cancérologue à l'hôpital d'Antibes. Je m'occupe de la prise en charge des cancers divers, spécifiquement le cancer du sein, les cancers digestifs, cancer gynécologique. Je suis membre aussi de l'Observatoire des médecines complémentaires et non conventionnelles. J'essaye de pratiquer une médecine intégrative en intégrant dans mes prises en charge toutes les interventions non médicamenteuses qui ont fait leurs preuves scientifiquement, surtout la méditation de pleine conscience. Et voilà, aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui est fort intéressant parce que la nutrition, quand on a un cancer, est assez importante et nous avons tout un foisonnement médiatique sur le sujet et je vais essayer de démêler le vrai du faux. Donc, on va essayer de faire le point sur ce qui est juste et ce qu'il faut faire quand on a un cancer et qu'on est en plein traitement ou après le traitement. Pour commencer, un petit point épidémiologie sur l'incidence du cancer en France. Sur les chiffres de 2018, on estime les nouveaux cas de cancer à 382 000. Donc, en premier chez l'homme, c'est la prostate, 50 000 cas. Ensuite, le poumon, suit ensuite le cancer colorectal. Chez la femme, c'est le cancer du sein qui est le plus fréquent, 58 000 cas par an. Le taux de mortalité. En France, les cancers sont la cause la plus fréquente de décès. Et ce, malgré les progrès thérapeutiques et le diagnostic précoce et toutes les thérapies ciblées qui ont pu être mises en place. Donc la première cause de mortalité chez l'homme spécifiquement, un décès sur 3 est dû à un cancer. Le nombre de décès en France est estimé à 150 000 environ chez les hommes et chez les femmes. Et chez la femme, c'est le cancer du sein qui est en premier lieu. Et on voit que le cancer du poumon commence à se positionner en deuxième position parce que les femmes fument également. Alors, la nutrition et le cancer, c'est vraiment un enjeu de santé publique. Le cancer, comme on a pu le voir, a des origines multifactorielles, que ce soit des facteurs environnementaux, comportementaux, mais aussi des facteurs individuels, des facteurs hormonaux, génétiques. Et si certains de ces facteurs ne sont pas modifiables, comme les facteurs génétiques par exemple, la nutrition fait partie des facteurs sur lesquels il est possible vraiment d'agir, surtout en prévention. Et quand je parle de nutrition, j'insiste, la nutrition, c'est l'alimentation, l'activité physique et le statut nutritionnel qu'on a spécifiquement chacun. Donc la nutrition doit être prise en compte pendant le traitement d'un cancer car elle a un impact sur la survie, sur la qualité de vie du patient, sur sa guérison et sur tout son parcours de soins. Donc l'état nutritionnel varie selon le type de cancer, selon le stade de la maladie, selon les effets secondaires des traitements, et il dépend aussi des maladies antérieures, de son statut nutritionnel à la base. Donc là, je vous ai listé les facteurs qui sont vraiment connus pour être des facteurs de risque et vraiment scientifiquement prouvés sur les facteurs qui prédisposent
à un risque de cancer. Nous avons le surpoids et l'obésité. Vous savez que ça peut provoquer notamment des cancers de l'endomètre, le cancer colorectal, tout ce qui est boissons alcoolisées pour les cancers ORL notamment, les viandes rouges et charcuteries qui provoquent plus de cancers du côlon, des compléments alimentaires à base de bêta-carotène ont été incriminés dans le risque de cancer du poumon, les sels, les aliments salés dans le cancer de l'estomac notamment. Et par contre, il y a d'autres facteurs qui sont protecteurs. L'activité physique, en premier lieu, ça protège. L'allaitement maternel va protéger la femme contre le cancer du sein. Et puis, la consommation de fruits et légumes, en général, va être protecteur. Donc, la nutrition au cours du cancer, elle doit être la prise en charge nutritionnelle est complémentaire aux traitements spécifiques. On donne des traitements spécifiques qui sont la radiothérapie, la chimiothérapie, la chirurgie. Et comme le cancer devient une maladie chronique, tout au long du parcours du patient, il est important d'être dans l'évaluation de l'état nutritionnel parce que de nombreux patients vont avoir des difficultés à s'alimenter pendant les traitements. Et il y a une prévalence très élevée, on le verra plus tard, de dénutrition et de sarcopénie. La sarcopénie, c'est la fonte musculaire et c'est ça qui va être déterminant dans le pronostic du patient. Donc la nutrition est une composante essentielle des soins de support. Elle devrait faire partie intégrante d'une approche globale visant non seulement la thérapie anticancéreuse, mais aussi l'amélioration de la qualité de vie des patients. Qu'est-ce que les soins de support? Vous savez qu'en cancérologie, nous avons les traitements spécifiques et tout un panel de soins associés qui vont aller pallier, être comme des adjuvants pour aider dans la prise en charge. Le traitement spécifique est très important, mais tout ce qui est prise en charge de la douleur, prise en charge nutritionnelle, soutien psychologique, socio-esthétique, activité physique adaptée, voilà, thérapie psychocorporelle, méditation, hypnose, tout ça va améliorer la qualité de vie et peut-être avec les données sur la recherche, peut-être également sur la survie du patient. Donc là, cette diapositive, juste pour expliquer à ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un cancer en phase adjuvante et un cancer en phase palliative. Donc un cancer localisé, qui est vraiment localisé à l'organe atteint, et dans un stade curatif. Et là, on donne des traitements adjuvants pour prévenir le risque de récidive, de rechute ou de métastase. Donc on va faire des traitements qu'on dit adjuvants, le plus souvent des chimiothérapies, qui sont vraiment des chimiothérapies préventives pour diminuer un pourcentage de risque de rechute à distance. Donc le plus classique, on peut dire, c'est par exemple le cancer du sein. Une femme est opérée d'une petite tumeur localisée et en fonction de certains critères, elle va avoir une chimiothérapie pendant 6 mois, puis une radiothérapie. Tout ça dans vraiment une démarche préventive et on la considère guérie par la chirurgie. Donc voilà, on est là dans une... Pardon. Hop. Voilà, on est là vraiment dans une phase où on parle de guérison. Par contre, à partir du moment où il y a une lésion à distance de l'organe atteint, on parle de métastase. Dès qu'il y a une première métastase, on est de toute façon en phase palliative. La guérison ne peut plus, sauf miracle, en général être obtenue. On parle plutôt de rémission. On essaye de vraiment d'acter la prise en charge pour obtenir des données de survie globale les plus longues possibles. Donc la maladie se chronicise, elle devient malheureusement incurable le plus souvent. Et là, on fait des chimiothérapies palliatives, de la radiothérapie à visée palliative. Et cette phase palliative, grâce au progrès thérapeutique, elle peut durer des années, des années, des années. Ce n'est pas forcément une condamnation. On peut vivre, moi j'ai vu des femmes vivre avec des cancers du sein métastatiques jusqu'à 20 ans. Donc voilà, tout est possible. Voilà, donc là, c'était juste pour vous expliquer un petit peu dans le parcours du soin du patient. On a le diagnostic du cancer dans la phase curative, du diagnostic du cancer où le patient reçoit des soins oncologiques spécifiques, des traitements de radiothérapie, chimiothérapie. Et tout au long, dès le début, il a ce qu'on appelle les soins de support oncologique qui font partie de ce panel de soins qu'on va rajouter à la prise en charge spécifique, dont donc la prise en charge nutritionnelle. Et pareil, en phase palliative, les soins de support sont vraiment débutés dès le diagnostic, et ce jusqu'à la phase terminale, jusqu'au décès malheureusement. Alors, les questions que j'aimerais aborder, le vrai du faux. Petit problème.
Comment je... Voilà. Excusez-moi. Voilà. Déjà, première question que je vais essayer d'aborder, c'est quelle nutrition pendant et après les traitements? Qu'est-ce qu'on peut manger? Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est pas juste? Également, on va essayer d'aborder le fait que la dénutrition a des conséquences sur le patient et pendant les traitements, et quelle survie on peut espérer quand on a une dénutrition avec toutes les répercussions qu'elle peut avoir. Les effets du jeûne et des régimes restrictifs, je parle bien les effets pendant la maladie. On va essayer d'aborder toutes les publications scientifiques qui ont pu avoir des données probantes sur le sujet. Tout ce qui est à la mode, les aliments anti-cancer, les aliments miracles, est-ce que se soigner par les plantes ou prendre des compléments alimentaires, c'est bien ou c'est pas bon? Est-ce que c'est tout ce qui est naturel et vraiment anodin? On essaiera de répondre à toutes ces questions. Et puis, pour finir, quelques recommandations des sociétés savantes. Voilà, je vous ai mis c'est une affiche qu'a fait un groupe de travail expert régional en COPACA sur vraiment le vrai et faux sur l'alimentation. Vraiment, là, c'est la phase cancer et nutrition. Ça, c'est vraiment la prévention. Moi, je suis là à toutes les questions que les patients se posent sur est-ce que boire du lait va favoriser le cancer? Est-ce que si je prends du sucre, des féculents, ça va faire progresser ma tumeur? Qu'est-ce que je peux prendre? Est-ce que je peux pratiquer le jeûne? Toutes les questions que les patients se posent et qui vraiment compliquent la pratique pour nous, parce que vraiment, c'est des sujets qui sont à la mode. Les patients s'informent, ils viennent, ils ont déjà toute une panoplie de tout un tas de compléments, et c'est vraiment, vraiment compliqué de voir ce qui est juste et ce qui n'est pas juste. Et voilà, donc ce travail d'expert a été fait pour vraiment élaborer tout ce qui est vraiment fake news, fake médecine, pseudo-médecine, faire la part du vrai. Quand on a un cancer, qu'est-ce qui se passe? Pendant la maladie, il va y avoir des perturbations métaboliques, un hypercatabolisme. Hein. Le cancer va consommer beaucoup d'énergie et ça va entraîner une perte d'appétit, voilà, une dénutrition parce que les besoins vont augmenter. Il y a un hypercatabolisme dû à la progression tumorale et on est face à des patients qui vont être aussi stressés, douloureux, anxieux, et ils vont commencer les traitements. Les traitements vont entraîner des nausées, des vomissements, de la douleur, des mucites, des inflammations de la muqueuse de la bouche, des aplaties, des infections. Tout ça va entraîner vraiment un cercle vicieux qui fait qu'on va perdre l'appétit, on va manger moins, on va être fatigué, et voilà, d'où vraiment fente musculaire et perte de poids, avec vraiment toutes les répercussions qui peuvent entraîner une dénutrition. Qu'est-ce que la dénutrition? Donc la dénutrition, d'ailleurs, on la recueille d'abord par le poids. Quand une personne perd 5% de son poids habituel en un mois ou 10% en 6 mois, elle est considérée comme dénutrie. Au-delà de 10%, c'est une dénutrition sévère en un mois et 15% en 6 mois. Et pour dépister la dénutrition, on va aller évaluer les ingestats, ce que la personne mange. On va faire aussi des paramètres biologiques en dosant l'albumine, la préalbumine, voilà, pour essayer de voir où en est le patient. Et il faut savoir qu'une personne qui est en surpoids peut être dénutrie. Il ne faut pas se fier à l'enveloppe. Hein. Il y a des personnes obèses qui n'ont pas assez de masse musculaire et qui sont dénutries. Voilà, et ça c'est bon, c'est l'indice de masse corporelle, comme vous le savez, pour calculer voilà, ce paramètre qui est important, mais qui ne suffit pas pour évaluer l'état nutritionnel. Hop. Alors, la prévalence de la dénutrition en cancérologie. Là, vous voyez donc 30 à 50% de patients sont dénutris. C'est énorme. Et ça, ce diagramme, c'est en fonction des cancers, tout type confondu. On voit que, par exemple, là en rouge, le cancer du sein, 20% de dénutrition. Et tout ce qui est cancer digestif, ça va vraiment faire augmenter cette prévalence de dénutrition. Les cancers ORL, le cancer du pancréas, c'est vraiment des cancers qui vont aller entraîner vraiment une dénutrition importante.
Alors, la dénutrition, est-ce que c'est grave? Oui, c'est grave, parce que quand on perd 50% des réserves protéiques, on risque de mourir, hein, ça tue, hein, et cela correspond à 35% de la perte de la masse cellulaire complète du corps. Il faut savoir que la cachexie est à l'origine de 20% des décès de cause de décès chez les patients atteints de cancer. Qu'est-ce qu'elle va entraîner, cette dénutrition? Elle va entraîner une augmentation des infections nosocomiales. On va tendance à faire beaucoup plus d'infections, des infections sur cathéter. Quand on est dénutri, le système immunitaire est à plat. On a vraiment des difficultés à se défendre contre les infections. Une augmentation de la durée des hospitalisations, ce qui va provoquer des arrêts des traitements, on va reporter des chimiothérapies. Ça, c'est une perte de chance pour les patients. Une diminution de la force musculaire qui va entraîner un risque de chute, une fatigue, une difficulté à accomplir les activités de vie quotidienne avec vraiment une qualité de vie qui va être médiocre, un retard à la cicatrisation, ce qui va provoquer, si on est vraiment fatigué tout le temps collé au lit, des escarres avec un retard de cicatrisation. Voilà, tout ça sont vraiment des paramètres péjoratifs dans la qualité de vie du patient. Et cette dénutrition, ce qui est prouvé, c'est qu'elle va diminuer la survie du patient. Il y a plusieurs études qui ont montré que la perte de poids est un facteur de vraiment de mauvais pronostic en termes de survie globale. Tout cancer confondu, il y a eu des données dans le cancer du sein, il y a vraiment un risque accru de mortalité. Ça, c'est quelque chose, une donnée vraiment qu'on a, qui est indéniable. Plus on est dénutri, plus on meurt beaucoup plus rapidement. Donc, d'où l'intérêt d'une évaluation de l'état nutritionnel. Vous savez que dans le dispositif d'annonce, quand on a un cancer, il y a tout un dispositif d'annonce qui a été fait, une infirmière, le médecin, toute une prise en charge globale qui fait qu'il va y avoir une consultation diététique systématique. La diététicienne va voir le patient tout au long de son parcours, régulièrement, s'il y a perte de poids, évaluer les ingestats, évaluer les besoins nutritionnels qui sont estimés à 30-35% kilocalories de poids actuel par jour en oncologie médicale, les besoins en protéines qui sont importants, 1,2 à 1,5 kg de poids actuel, de besoins en protéines. Là, je vous ai mis l'arbre décisionnel de soins nutritionnels par la Société francophone de nutrition. Vraiment un arbre qui, plutôt pour les soignants, qui va être vraiment un diagramme facilitant cette prise en charge, où on voit où est le patient en fonction de ce qu'il mange, et pour proposer un enrichissement de l'alimentation par complément nutritionnel, et puis en fonction de la réévaluation, voir s'il y a perte de poids ou poids, et parfois on est amené à proposer une alimentation artificielle au cas par cas. La prise en charge nutritionnelle, donc en fonction de cette évaluation, comme je vous ai dit, des compléments nutritionnels oraux qui ne sont pas toujours aimés par les patients parce que il y a beaucoup de progrès, il y a maintenant des jus de fruits qui sont enrichis, et ça apporte pas mal d'aide aux patients pour ne pas perdre de poids rapidement. La nutrition artificielle, c'est vraiment au cas par cas, vraiment dans des cas bien spécifiques, en cas de dénutrition sévère, surtout en périopératoire, dans les cancers par exemple ORL, où on sait que la dénutrition ou les complications de risque d'infection post-opératoire, où il y a une augmentation de problèmes de morbimortalité, et là on intervient en proposant soit une nutrition entérale, c'est-à-dire par le tube digestif, soit par une sonde nasogastrique, soit par une sonde de gastrostomie, qui est un petit trou qu'on met dans l'estomac pour alimenter la personne si les voies aériennes aérodigestives supérieures ne sont pas fonctionnelles, ou alors une nutrition parentérale, donc par voie veineuse, souvent par le DVI, la chambre implantable que les personnes ont pour leur chimiothérapie. Et là, ça vraiment, on essaie vraiment d'éviter ça parce qu'il y a un risque accru d'infection, et c'est vrai que chez une patiente qui a une alimentation sur DVI, il y a vraiment un fort risque de septicémie si ce n'est pas fait dans des bonnes conditions. Voilà, parce que c'est des cultures, vraiment l'alimentation, c'est un milieu riche qui peut favoriser les infections.
Et en phase terminale, la question se pose beaucoup parce que quand on a une personne qui est en fin de vie à cause d'un cancer, elle ne s'alimente plus, les familles sont dans une détresse émotionnelle, ils demandent à ce qu'on alimente leurs parents. Ça, c'est vraiment bien légiféré. En fin de vie, on n'a pas le droit de faire n'importe quoi. Toute décision doit être vraiment colligée dans le dossier médical. C'est une décision pluridisciplinaire et on estime à peu près que en dessous de 3 mois de délai de pronostic vital, si la personne va mourir dans les 3 mois, on n'a pas le droit de l'alimenter. Voilà, donc ça c'est un peu compliqué parce que personne ne peut être vraiment certain de la survie au-delà ou plus de 3 mois de la personne, mais bon, on essaye de faire au cas par cas et d'essayer avec l'expérience de savoir quand malheureusement c'est dépassé et que l'alimentation ne va rien changer. Alors là, je voulais faire un focus sur le cancer du sein. Après traitement. Tout ce que je vous avais dit, c'était pendant les traitements, les patients qui ont des cancers métastatiques ou autres et qui sont traités par chimiothérapie. Sur le cancer du sein, il y a une spécificité. Après traitement, surtout dans les cancers qui sont localisés en phase adjuvante, qui ont une chimiothérapie, les femmes qui ont une chimiothérapie préventive pour éviter la rechute, dans ces cas-là, on a constaté qu'il y avait souvent une prise de poids. Les patientes en moyenne, prennent 3 kilos. Une patiente sur 2 va prendre du poids. Et il va y avoir une obésité sarcopénique liée au fait que il y a le choc, on change de comportement, on arrête de l'activité professionnelle, on fait moins d'activité physique, il y a les chimiothérapies, toutes les semaines de la cortisone, on prend du poids. Et il y a aussi une diminution du métabolisme de base sous chimiothérapie. Donc ce qui fait que, la plupart vont prendre du poids et puis par la suite elles font aussi une prise de poids suite à l'hormonothérapie et ce qu'on a constaté c'est que ce surpoids après cancer du sein va augmenter le risque de récidive de parfois jusqu'à 50%. Plus on est en surpoids, plus on a aussi un risque de mourir d'un autre cancer ou de faire un second cancer, un risque de faire un syndrome métabolique, de rajouter d'autres pathologies, des pathologies cardiovasculaires, etc. Donc cette prise de poids dans le cancer du sein après traitement n'est pas du tout de bon pronostic. Donc, cette adiposité, elle est vraiment... vraiment, c'est un gras où il n'y a pas beaucoup de masse maigre, il n'y a pas beaucoup de muscles, il n'y a pas forcément de prise d'appétit, mais c'est parfois la corticothérapie, comme je disais, peut être incriminée. Et là, le rôle central, c'est l'activité physique. C'est commencer une activité physique le plus tôt possible dans la prise en charge, dès le début des traitements de chimiothérapie, de maintenir une activité pour vraiment garder des muscles. Et cela ne justifie pas le régime de la peur. Il ne faut pas non plus focaliser là-dessus, que ça crée du stress. Le stress, c'est pas bon. Essayons d'équilibrer l'alimentation et de faire de l'activité physique, et ça suffit généralement. Donc, il y a des recommandations spécifiques pour le cancer du sein, nutritionnelles pour le cancer du sein. Donc, proposer une consultation diététique, conseil alimentaire personnalisé pour éviter toute prise de poids supplémentaire, adapter l'alimentation en privilégiant les aliments à faible densité énergétique, de ne pas manger trop gras, trop sucré, et puis varier avec des fruits, des légumes, et comme je disais, augmenter de façon progressive l'activité physique. Et en cas d'obésité, on peut orienter éventuellement vers un programme de réduction pondérale. Sujet sensible. Le jeûne thérapeutique en cancérologie, je précise, pas pour les personnes saines. Est-ce que c'est une mode? Est-ce que c'est une réalité? Où on en est? Beaucoup d'articles dessus, beaucoup de questionnements aussi. Les patients sont vraiment très assaillis de documentaires à la télévision, sur Arte, et puis des articles, et puis des livres. Comment faire le point sur ce qui est mode ou réalité. Alors, déjà, qu'est-ce qu'un régime restrictif ? Un régime restrictif ou le jeûne, généralement, on va réduire les apports énergétiques.
la balance énergétique devient négative. Du coup, l'organisme va alors puiser l'énergie dans les réserves qui sont mobilisables de protéines, puis de lipides. Et on a plusieurs types de régimes restrictifs. On a le jeûne complet, on s'arrête de manger. Voilà, le jeûne intermittent, où on va vraiment procéder par des périodes. Hein. On jeûne tous la nuit, hein, vous savez, hein, on ne mange pas la nuit. Donc voilà, vraiment, il y a des différentes modalités de jeûne intermittent. La restriction calorique, où on va réduire de au moins 20% sa portion calorique habituelle. Le régime cétogène, très intéressant. Le régime cétogène, c'est un régime qui va aller réduire vraiment l'apport en glucides. Vous savez, dans notre alimentation, on mange à peu près 55% de glucides, et là, on va essayer de la réduire à moins de 10%. Ça donne ce qu'il y a sur cette photo-là, ça donne qu'on va pas manger de féculents, pas de sucre rapide, très peu de fruits, beaucoup de poissons, de gras. En gros, il faut mettre la mayonnaise partout, beaucoup de légumes, pas de fruits. Et donc, c'est un régime qui fait effet au bout de 2 à 3 semaines, parce que le but, c'est d'aller fabriquer les corps cétoniques pour avoir un effet, l'effet recherché. Alors, d'où vient tout ça ? Une très belle théorie, un très beau concept, celle de la réponse différentielle au stress. On sait que la cellule normale et la cellule tumorale ne se comportent pas de la même façon face à une privation de sucre. Donc, pour faire rapide, on a une voie de signalisation qui s'appelle la voie mTOR qui provoque la prolifération tumorale et qu'en cas de jeûne, la cellule cancéreuse, elle ne sait pas s'adapter. Il y a un métabolisme énergétique qui est vraiment modifié et elles n'ont pas la même réponse au stress oxydatif. En gros, un patient qui a un cancer, qui est sous chimiothérapie, la théorie, elle dit que s'il va jeûner avant, après la chimiothérapie, il va avoir moins d'effets secondaires, ça va être protecteur pour les cellules saines et ça va potentialiser l'effet de la chimiothérapie sur les cellules tumorales. Donc ça va les tuer davantage. Alors, d'où vient tout ça ? Sur des travaux, notamment de Walter Longo, qui est un Italo-américain qui travaille beaucoup sur le sujet, qui a prouvé ça in vitro, au laboratoire, sur les souris, pas sur l'humain. Donc, les études ont été faites, pour faire vite, parce que je suis en retard, on a fait jeûner des souris chez lesquelles on a injecté des cancers. C'est des cancers qui sont chimio-induits, ou alors on injecte dans le flanc de la souris des cellules tumorales, on provoque des cancers et on les fait jeûner. Et voilà, donc les résultats des études ne sont pas vraiment homogènes. Il y a des résultats contradictoires, une toxicité supérieure des traitements de chimiothérapie en cas de carence nutritionnelle. Et on ne peut pas extrapoler sur l'homme. C'est compliqué. L'animal, les souris, les rongeurs s'alimentent différemment. C'est une alimentation plutôt nocturne. Les protocoles de cancérogénèse, c'est différent. C'est des cellules, comme je disais, sont injectées. Parfois, il y a des pertes de poids jusqu'à 50% du poids initial, ce qui n'est pas faisable chez l'humain. Et on compare effectivement un jour de jeûne à un jour de jeûne chez l'humain. On n'a pas la même durée de vie, on n'a pas le même métabolisme. C'est compliqué de pouvoir extrapoler, d'où l'intérêt qu'il y ait des études cliniques. Et bon, là, c'est des études précliniques. Les études cliniques sont très, très peu nombreuses. Donc, il y a un travail colossal qui a été fait par le réseau NACRE. Le réseau NACRE, c'est un réseau national alimentation recherche cancer qui a fait un travail mais fastidieux sur toutes les publications qui ont été faites de 1940 jusqu'à nos jours, jusqu'à fin 2017, pour balayer toutes les publications. Ce qu'ils ont fait, c'est ils sont partis de 6000 références bibliographiques et ils ont vraiment trié jusqu'à raccourcir, à trouver à peu près 220 études. 200 étaient précliniques sur l'animal et 20 sur l'humain. Les études sur l'humain concernent 10 d'entre elles le régime cétogène, 5 la restriction calorique et 3 le jeûne intermittent. Donc les études sur l'humain sont des études de faible qualité.
moins de 20 patients, une étude de bonne qualité en recherche clinique, c'est des échantillons d'au moins 100 patients. 20 patients, c'est un peu compliqué. Les études ne sont pas contrôlées, on n'arrive pas à les randomiser, c'est compliqué de tirer au sort des gens, de dire toi tu jeûnes pas. Voilà, pour dire que il y a très peu il y a une étude qui a été la première qui a été publiée pour évaluer l'effet de la toxicité de la chimiothérapie. Ça a été fait dans les Pays-Bas, une seule étude, 13 patientes, 7 qui ont jeûné, 6 qui ont une alimentation orale. Il n'y a pas eu d'effet sur les effets secondaires. Il y a eu par contre un effet sur moins de baisse des globules rouges et des globules blancs. C'est difficile à supporter. 2 patientes ont abandonné le jeûne avant la 3e cure. Tout ça pour dire que on attend les données. Il y a en cours actuellement plus de 40 excès, donc les résultats sont à venir et l'avenir nous dira les choses. En attendant, les recommandations des sociétés savantes, c'est le niveau de preuve scientifique est faible. On ne peut pas recommander à un patient atteint de cancer, compte tenu de la prévalence très élevée de la nutrition, de recommander un jeûne. C'est compliqué. Il est dans toutes les sociétés savantes internationales, le réseau, l'INCA, voilà, je vous ai mis toutes les... C'est difficile de pouvoir le recommander. Il y a une brochure pour le grand public qui a été faite par le réseau NOC. Les aliments miracles. Ce que je veux dire, c'est important. Ce matin, on nous a dit qu'il y avait beaucoup de substances, de molécules très intéressantes dans tous nos aliments. C'est très bien. Le problème, c'est que ces aliments, on les prend à dose alimentaire. Pour l'effet, pour les consommer, pour avoir des données vraiment pharmacologiques, il faut vraiment prendre une substance vraiment à dose pharmacologique. Et là, on n'est plus dans l'alimentaire, on est dans le médicament. L'aliment est un médicament s'il est pris à des doses vraiment très très élevées sous forme de gélules. On parle de la curcumine, molécule très intéressante. Il faut prendre 6 grammes par jour en gélule pour avoir un effet. Une molécule très intéressante. Une étude a prouvé la réduction de l'effet cutané de la radiothérapie pour des cancers du sein. Mais on sait qu'il y a des toxicités hépatiques graves dues à la curcumine. C'est un médicament. C'est pas un petit brin d'épices qu'on met dans le repas. C'est vraiment... Il y a aussi un problème de risque de saignement. Le brocoli, pareil, effet protecteur, cancer du côlon. Mais 6 portions par jour pendant 10 ans. Qui peut manger 6 portions par jour pendant 10 ans de brocoli? C'est compliqué. Le soja, qu'est-ce qu'on peut dire sur le soja? Éviter le soja pendant le cancer du sein hormonodépendant, ça contient des phytoœstrogènes, mais on peut en manger de façon modérée dans une alimentation normale. C'est surtout les compléments alimentaires qu'il ne faut pas prendre. Voilà, le thé vert, il y a un risque d'interaction. Voilà, pour dire que les chimiothérapies qu'on donne sont faites à base de plantes. Le Taxol, qui est une chimiothérapie répandue, elle est faite à base de l'écorce d'un arbre qui s'appelle l'if, Taxus baccata. Tout ce qui est naturel n'est pas anodin. Donc les plantes sont actives. Sans parler du pamplemousse qui fait métaboliser le cytochrome P450. Il y a un risque d'augmenter la concentration des médicaments. Le millepertuis avec un risque de perte d'efficacité. Voilà, je passe. La supplémentation bêta-carotène déconseillée. La vitamine D, il y a un bénéfice pour la perte osseuse. Elle est recommandée. On essaie de le faire après l'arrêt des traitements. Par contre, aucune donnée actuelle ne permet de recommander l'association ou la supplémentation en vitamine C, vitamine E. Voilà. Donc ça, il n'y a pas de données probantes là-dessus. Les compléments alimentaires, attention. Vraiment, il y a tout un panel. On ne sait pas ce qu'il y a dedans. Il y a un risque d'interaction, surtout avec les chimiothérapies. Et les patients doivent en parler à leur oncologue. Des études sont en cours. On attend les résultats également. Recommandations, donc en gros les recommandations, vous savez ce qu'il faut manger pour être en bonne santé, 5 fruits et légumes, etc., varier, moins de viande, etc., ça j'en passe. Je passe à la conclusion. Important, donc avoir une alimentation équilibrée, une activité physique pour maintenir la masse musculaire,
faire attention parce que les patients sont soumis à un afflux vraiment d'informations. C'est difficile, hein. Ils ont tous des amis, j'ai eu un cancer, fais ça, fais ceci. Voilà, quand on a un cancer, on a plein d'amis qui savent tout. Chaque cas est unique, chaque cancer est unique. Le but, personne n'a la science infuse, la science évolue. Il faut que les gens puissent avoir une capacité, un sens critique, un sens du discernement pour différencier ce que c'est de l'observation empirique. Ah, moi j'ai jeûné, j'ai guéri d'un cancer. Ce n'est qu'une observation empirique, ce n'est pas une étude. Voilà, les témoignages ne sont pas des études de bonne qualité. Il est nécessaire qu'il y ait des études de grande envergure. Les professionnels de santé voilà, sont vraiment... c'est important de développer voilà, cet esprit d'ouverture, de relation de confiance pour que les patients ne mentent pas, ne cachent pas, qu'il puisse vraiment y avoir une alliance thérapeutique. Tout ça dans le cadre d'une médecine intégrative qui ne fait que progresser. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci. Je vais prendre ça parce qu'elle ne marche pas. Une seule peut-être question compte tenu de nos délais. Merci beaucoup de votre présentation. Est-ce qu'il y a une question dans la salle? Il y aura beaucoup de temps d'échanges et de débats en dehors. Attendez, je crois que... Voilà. Il y a une question. Oui? Je ne vous vois pas. Micro. Peut-être en dessous, appuyez sur en dessous un petit bouton. Non. Peut-être lui donner. Voilà. Ça y est? Merci. Je voulais savoir si vous tenez compte de l'équilibre acido-basique. C'est marrant parce que c'est aussi un sujet à la mode. Les patients voient des naturopathes qui demandent des ordonnances d'équilibre acido-basique. Non, clairement non. Un patient qui est acide, il est en pré-mortem, il va mourir. Donc non. L'équilibre acido-basique, c'est vraiment complexe en médecine. C'est une acidose, ça peut être métabolique sur un problème respiratoire, un problème rénal. Une acidose sévère fait qu'on est vraiment dans un état gravissime. Donc, Enfin, je parle du terrain, vous voyez, on parle de terrain. il n'y a pas de fondement sur ça. Honnêtement, non, il n'y a pas du tout de fondement sur ça. Moi, en tout cas, je n'en prends pas compte. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci. Nous allons passer à la suite du colloque.